Bienvenue dans le Grand Nœud, je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. Alors exceptionnellement ce soir, ce sera notre dernière puisque demain je serai en tournage pour une autre émission, pour un grand reportage consacré au débat. Donc ce soir nous recevrons en troisième partie Joseph Cabri. Mais pour l'instant du cinéma, puisque Sherlock, l'une des meilleures séries françaises produites depuis longtemps, c'est notre format tête de série de ce jeudi soir. Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Dès que c'est parti pour un tour, je le sens. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'adore ça. La version moderne des enquêtes du célèbre détective termine sur France 4 sa 4e saison. Elle a changé l'image du locataire de Baker Street, mais a-t-elle séduit nos 4 critiques? En clair, ton plan, c'est de rester assis là à élucider des crimes, comme d'habitude. Simple et brillant, hein? Les scénaristes Steven Moffat et Mark Gatiss ne cessent de réinventer le héros d'Arthur Conan Doyle, dans des enquêtes toujours plus modernes. Avec cette 4e saison, l'emballage de Sherlock est réussi, ça reste frais. Maintenant, on est très habitué à ces textos qui s'inscrivent sur l'écran, à ces flèches, ces signes qui révèlent les indices. C'est ça qui fait que Sherlock est d'une modernité incroyable, tout en respectant l'esprit, si ce n'est la lettre, des textes de Conan Doyle. Vous n'avez pas toujours été dans l'assurance vie, je me trompe? Vous avez commencé comme ouvrier. Oh, inutile d'avoir l'air étonné. Votre main droite fait presque une taille de plus que la gauche, typique des travailleurs manuels. Scénario rotor, mise en scène bourrée d'inventions, acteurs renversants, Sherlock nous en met plein la vue. Génie ou frime? Cet homme est un malade. Non, c'est un connard, mais les gens se trompent souvent. Génie, bien sûr. Sherlock est aussi génial qu'insupportable, que délicieusement méprisant avec le genre humain depuis 4 saisons. Les personnages sont toujours intrigants, les histoires bien construites. On se laisse prendre et surprendre même. On en prend plein la vue, on voit plein de choses, ça rebondit dans tous les sens, dans l'écriture comme dans la mise en scène. Le problème, c'est que on ne sait plus trop si on est impressionné ou si on peut s'agacer. Cette saison 4 se perd dans les grosses ficelles qu'on voit venir de loin et dans des mièvreries auxquelles on ne nous avait pas habitués du tout. C'est la logique pure qui s'oppose aux chimères et tu as choisi ton camp. Tu es incapable d'associer tes actions à leurs conséquences. Alors je t'explique une dernière fois. Si tu veux garder le hochet, il ne faut pas jeter le hochet. Avec seulement 13 épisodes en 7 ans, Sherlock est une œuvre rare. Est-ce dire qu'elle se consomme comme le caviar et qu'on ne s'en lasse jamais? On ne s'en lasse pas parce qu'il faut savoir se faire désirer. C'est à la fois super parce qu'on attend et qu'on est très impatient à chaque fois, mais que du coup, quand la déception arrive, en partie en tout cas, elle est très forte. Les épisodes sont longs, denses, tortueux, et en avoir seulement 3 d'un coup, une fois par an, ça rend vraiment difficile de bien suivre la trame de fond. Avec un risque quand même, c'est d'être dépassé par la virtuosité d'autres séries qui se renouvellent en permanence. Vous voulez de l'aide? S'il vous plaît. À une condition. Laquelle? Tirez-en toute la gloire. Ça devient lassant que je résolve tout. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Que vaut cette saison 4 de Sherlock? Élémentaire, c'est une des meilleures séries produites depuis longtemps. Cette saison 4, c'est sûrement la plus belle parce que c'est celle du connais-toi toi-même, c'est celle où Sherlock va mener la plus passionnante des enquêtes, celle qui concerne sa propre psyché. Évidemment, Sherlock reste une grande série, mais je trouve cette saison 4 prétentieuse, empoulée, et elle est capable de moments de génie, mais aussi de moments extrêmement faibles, d'où une demi-déception. Si jamais cette saison 4 est la dernière, c'est vraiment dommage parce que je trouve que Sherlock méritait mieux. Et si on a une saison 5, j'espère qu'elle sera retournée aux bases de la série. Antoine Paillon a dit que 2/3 des abstentionnistes français sont des gens engagés pour la politique. C'est l'interview d'Anna Moreau. L'abstentionniste manque-t-il à son devoir civique ou est-ce le révolutionnaire de demain? En tout cas, ils sont nombreux à ne pas déposer leur bulletin dans l'urne, autour de 20% lors du dernier scrutin présidentiel. Antoine Paillon, vous êtes l'auteur de Voter, c'est abdiquer, ranimons la démocratie. Vous expliquez que le profil des abstentionnistes est multiple, les désintéressés, les mal inscrits, mais est-ce qu'on peut évaluer l'ampleur de cet abstentionnisme politisé et conscient? Oui, tout à fait. On peut le faire, on ne le fait pas beaucoup, mais on peut le faire, parce que nous disposons de travaux de sociologues très profonds, massifs, assez constants depuis 2002. Et donc, on connaît maintenant bien cette population.
Et la surprise, disons, du résultat de ces travaux, et dès 2002, c'est que la très grande majorité, 2/3 déjà à l'époque, des abstentionnistes qui se déclarent abstentionnistes, sont des gens engagés politiquement, civiquement, socialement, dans notre société. Première leçon, ce ne sont pas des pêcheurs à la ligne, ce ne sont pas des indifférents, comme on dit. Ce sont des gens dans le jeu, c'est la terminologie d'Anne Muxel, par exemple, du CEVIPOF et du CNRS. On peut déterminer de quelle culture politique, précisément, ils sont issus, plutôt de gauche, de droite Oui, on peut déterminer beaucoup de choses. Alors d'abord, quand même, premier facteur, une classe d'âge. C'est bien sûr d'abord la jeunesse qui est massivement en proportion abstentionniste. Deuxième chose, ce sont plutôt des gens protestataires. Alors, de gauche, de droite, ça a commencé depuis quelques années à perdre un peu son sens pour ces gens-là. Mais en revanche, ils sont souvent issus de partis de gauche, voire d'extrême gauche. Ils sont issus du mouvement social, les associations. Quand on va dans les ZAD, les ZAD, les zones à défendre, là c'est clair qu'on a 100% d'abstentionnistes. Est-ce que pour autant, ce ne sont pas des citoyens à leur manière? Voilà, dans toute cette jeunesse alternative, là le taux d'abstention est quasiment total. Mais est-ce que cette population abstentionniste politisée a un projet? Au-delà de ne pas aller voter et de dire je refuse ce système-là, est-ce qu'il y a un projet plus global de l'abstention? Il y a un projet et qui n'est pas un projet intellectuel. Il y a un projet en acte. Et c'est ça qu'on a du mal à cerner dans notre société. C'est que ce sont déjà des gens qui sont dans ce qu'on appellerait autrefois l'action directe. Pour eux, la politique, c'est à chaque instant, c'est chaque jour. C'est le fait, dans une section syndicale, de se tourner vers son collègue et de l'aider à surmonter un moment difficile. C'est le fait de se lancer dans du circuit court de commercialisation de produits bio. On peut multiplier tous les exemples d'actions quotidiennes que ces personnes considèrent comme de l'action politique. Mais il y a quand même cette idée tenace que l'abstention est risquée, qu'elle fait le lit du Front National. On l'a vu en 2002, c'est cette idée qui a été renforcée quand Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Alors que c'est un argument totalement faux, et que d'ailleurs beaucoup de ceux qui l'animent ont connaissance des études qui démontrent que partout où il y a de l'abstention forte, il y a une baisse du Front National. Il est le premier à craindre, et d'ailleurs il s'exprime sur le sujet, à craindre l'abstention. L'abstention va dégonfler d'abord le Front National avant de dégonfler les autres candidats. Deuxième chose, l'abstention représente un renversement de l'ensemble du système, y compris bien sûr le Front National. On ne peut pas dire à des gens qui ne votent pas, en résumé, vous votez Front National. Ce sont ceux qui votent Front National. Qui s'occupe des gens qui votent Front National? Qui sont les fomenteurs depuis 1982, quand François Mitterrand a décidé stratégiquement de nourrir, voire même presque de créer le Front National? C'est ça la vraie question. Qui lutte vraiment contre le Front National? Ceux qui vont mettre une fois tous les 5 ans un bulletin contre le Front National, ou ceux qui sont sur le terrain en permanence, par exemple pour la cause sociale, qui est la première cause de vote Front National. Merci beaucoup Antoine Peillon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Voter, c'est abdiquer, publié aux éditions Don Quichotte le 2 mars. Et comme promis, nous retrouvons tout de suite la presse people de ce jeudi soir, signée Joseph Cabri. Et puis en ce jeudi 30 mars, c'est la presse people de Joseph Cabri exceptionnellement, au lieu de nous retrouver demain soir, car demain soir, je vous le rappelle, je serai sur Buzz TV pour un grand débat politique autour de Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. C'est la presse people, signé Joseph Cabri. Bonsoir Joseph Cabri. Bonsoir Monsieur Giordano, bonsoir chères auditrices et bonsoir chers auditeurs. Donc nous allons commencer ce soir par la presse people. Nous allons commencer par Rob Voisine qui déclare être en couple avec une jeune femme de 25 ans de moins que lui. On leur souhaite plein de belles choses. Nom de Dieu. Angelina Jolie et Brad Pitt se sont parlé, ils se sont enfin réconciliés, se sont vus, se sont parlé de vive voix au Cambodge. Jennifer, traumatisée par son accident, elle n'a plus envie de parler à la presse ni à qui que ce soit. En même temps, après 2 décès, on peut comprendre. Même si la chanteuse n'est pas responsable de cette tragédie,
on lui souhaite quand même d'être bien entouré, car ça va être très difficile, car il y a 2 décès autour de soi. L'acteur Tomer Sisley s'est blessé gravement en tournant son dernier film. Il a l'épaule fracturée, il évite l'opération, mais pour cela, il lui faut énormément de repos. Donc, le film est remis bien sûr à plus tard. Après la météo, Mélanie, vous vous souvenez, la jeune fille trisomique qui a réalisé son rêve en faisant la météo sur France 2, souhaite maintenant faire The Voice. Qui sait, on ne peut lui souhaiter que d'en faire partie, même si ce n'est qu'un rêve, et si ça peut lui faire plaisir, pourquoi pas. Valérie Benaï, ma touche pas à mon poste, a raconté que Alain Delon l'a courtisé pendant quelques années par SMS, en lui déclarant on va dire sa plave, qu'il a trouvé ci, qu'il a trouvé ça, qu'il aimerait bien dîner, pas fait. Mais elle le dit en même temps que rien ne s'est passé, mais elle avoue que ce fut très plaisir et très honoré d'être dragué, on va dire, par monsieur Alain Delon. Les Marseillais chaque soir sur W9 est bien plus regardé que les Anges sur Énergie 12. De plus en plus d'artistes quittent la maison de disques Universal, qui a été repris par monsieur Bolloré. Mais les artistes préfèrent retrouver Pascal Nègre, qui, pour les moins jeunes d'entre vous, Pascal Nègre était justement l'ancien directeur de la maison de disques Universal. Donc, du coup, que ce soit Bolloré qui ait repris cette maison, les artistes s'en vont et vont retrouver la nouvelle maison de disques qu'a créée Pascal Nègre, dont les artistes sont Zazie, Mylène Farmer, Julien Clerc, Marc Lavoine, Mathieu Chédid et notre grand Johnny Hallyday. Et nous allons terminer par l'animatrice Alexandra Sublet devrait à la fin de la saison quitter déjà TF1 pour rejoindre France Télévisions qu'elle avait quitté en 2015. C'est ainsi que s'achève la Presse People de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous laisse retrouver en live monsieur John Arnaud. Très bonne soirée et merci d'être à l'écoute. Au revoir. Merci Joseph Cabri, on se retrouve bien sûr vendredi prochain du coup. Merci Joseph, bon week-end. Bon week-end monsieur John Arnaud, au revoir. Au revoir. Et avant de se quitter, un dernier sujet ce soir pour rendre hommage à celle qui jouait dans Tarzan. Elle s'appelait Cheetah, elle nous a quittés il y a tout juste 6 ans maintenant, à l'âge de 77 ans, ce qui est rare pour un primate. J'ai décidé ce soir, au nom de la rédaction et des Français aussi, de lui rendre un petit hommage ce soir, grâce à la rédaction bien sûr, à toutes nos équipes, et grâce à quelques extraits de films signés Tarzan. Regardez. Allez les enfants, montez là-dedans. Il n'y a rien de meilleur. Goûtez un peu de whisky, monsieur Tarzan. Whisky mauvais. Qu'est-ce qui se passe, Cheetah? T'as l'air drôlement bizarre.
c'est de la vitesse, Tarzan. Ce train va à 150 km/h. Pourquoi? Eh bien, il vous conduit plus vite. Pourquoi? Eh bien, pour gagner du temps, bien sûr. Du temps, mais pourquoi faire? Ah, j'ai l'impression qu'il vous a eu, là, Vandermeer. C'est ainsi que s'achève le Grand News. Merci aux équipes de production et à vous. Dans quelques instants, c'est la météo suivie de la Bourse de Paris. Vous ferez très attention demain. Il fera 29 degrés en Charente-Maritime. À 23h pile, ce sera la rediffusion du Grand News. Demain à 8h, samedi à 13h et dimanche à 5h30 le matin. Je vous retrouve quant à ma part lundi. Je vous annonce que demain soir, je serai sur Buzz TV pour un grand débat autour de Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Valls et Jean-Luc Mélenchon. Je vous souhaite d'avance un très bon week-end et un bon jeudi soir. À lundi.